Je me rends compte que mon bilan du mois de juillet en termes de lecture, il est vraiment pas fameux. Et en termes de romantaisie, il y a quand même beaucoup de déceptions au point que ça m'en coupe l'envie de lire. Hello maître érudit de la citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera mon point lecture du mois de juillet. Je ne vais vous parler que de la partie de mes lectures que je ne vous ai pas parlé en vlog, c'est-à-dire que je vais omettre toutes les lectures graphiques. Si vous voulez avoir mes avis sur les lectures graphiques, n'hésitez pas à voir le vlog qui est disponible depuis 2-3 semaines maintenant. Et pour le reste, je vais me concentrer sur les romans afin de vous dire mon avis sur ceci. Et bien entendu, je répète que mes avis sont strictement personnels. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper le futur contenu de la chaîne si celui-ci vous intéresse, bien entendu. Ce n'est pas une obligation. Et sinon, n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire pour soutenir tous les créateurs de contenu que vous aimez suivre au quotidien. Il n'y a rien de mieux pour pouvoir les aider de manière totalement gratuite. On va rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo avec mon bilan en termes de livres. Alors j'ai lu 15 livres, mais il faut savoir que sur les 15 livres lus, il y a 8 audios et 7 papiers, ce qui n'est pas fameux sachant que dans les 7 papiers, il y a 4 graphiques. Autant dire que si je n'avais pas lu en audio, je n'aurais quasiment pas lu du mois de juillet. L'audio a totalement sauvé ma vie. Je pensais pouvoir lire plus étant donné que mon mi-temps au niveau de l'école maternelle n'est pas là pendant le mois de juillet-août. Mais d'un point de vue onglerie, d'un point de vue réseaux sociaux, la charge de travail a été telle que je n'ai pas réussi à m'arrêter. Et il faut dire que j'ai aussi beaucoup de mal à me poser des limites. Quand on travaille de chez soi, c'est très dur de s'octroyer des pauses et de se dire non, là je reste à la maison, je me pose pour lire, je ne travaille pas, alors que dans votre tête vous savez qu'il y a ça à faire, ça à prévoir, ce qui fait qu'en fait votre cerveau ne se met jamais en pause et il va vraiment falloir que je trouve une nouvelle organisation histoire que cela soit viable dans le futur, parce que je pense que sur le long terme ça ne sera pas viable et mon cerveau va brain bien avant. En termes de pages lues, cela équivaut à peu près à 6041 pages, mais sachant que sur ces 6041 pages, il y a 4 graphiques, sans compter les webtoons que j'ai lus sur l'application, mais ça c'est autre chose. Mais vous, ce qui vous intéresse ici, ce sont surtout mes avis lecture, donc c'est parti, je vais commencer par vous en parler et j'espère que j'arriverai à vous donner envie de lire certains titres ou à vous aiguiller si jamais vous doutez qu'un titre puisse vous plaire, de le lire ou ne pas le lire pour vous aider à orienter vos futures lectures. Le mois de juillet avait plutôt bien commencé parce que j'avais lu Colloque avec mon boss de Erin Graham qui m'avait fait passer vraiment un excellent moment lecture. En tout cas, c'était plutôt très positif. Dans cette histoire, on va suivre deux personnages. Ne me demandez pas les prénoms, j'ai toujours du mal à les retenir. Donc on va suivre un boss qui a besoin d'une fausse fiancée pour pouvoir assouvir un gros contrat pour sa boîte. Alors à la base, s'il veut une fausse fiancée, c'est déjà pour montrer qu'il a une famille, mais c'est surtout puisqu'il y a son ex qu'il va rencontrer à de maintes reprises et qu'il ne veut pas perdre la face devant cette femme qui l'a énormément fait souffrir. De l'autre côté, on a la comptable de cette boîte. Notre comptable, elle est adorable, elle a un bon caractère, elle est... Franchement, j'ai adoré ce personnage. Et quand on va lui dire, bah écoutez, est-ce que vous voulez jouer la fausse fiancée du patron? Elle va se dire, mais vous foutez de moi en fait. Non, mais non, c'est quoi cette histoire? Non, ça ne m'intéresse absolument pas. Sauf que ce jour-là, elle va poser sa démission, elle va rentrer chez elle et là, elle va s'apercevoir que son mec est en train de la tromper dans leur propre lit. Suite à ça, elle va prendre ses clics et ses claques. Elle se dit, bon bah je me tire et merde, je suis à la rue. Qu'est-ce que je fais? Donc elle se dit, bon bah je vais aller toquer chez mon ancien boss, je vais voir s'ils acceptent de me reprendre à la boîte et puis bah je vais voir si je peux pas accepter de faire le rôle de sa fausse fiancée en échange d'avoir un toit pour la nuit le temps que je trouve un hôtel. Et voilà comment va débuter une romance cocasse, drôle et pleine de vie. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette histoire, c'est le contexte. Pourquoi? Parce que
on a le contexte du travail, mais on va avoir un contexte en termes de la colocation qui va être hyper drôle, hyper intéressant, parce que déjà, il faut savoir que la chambre des protagonistes n'est pas loin l'une de l'autre, et surtout, bah, on va voir le côté un petit peu « Ah, mon patron est plus humain qu'il n'en a l'air », et on va avoir ce petit côté pro qui va se juxtaposer avec la colocation et les sentiments qui peuvent avoir lieu. En tout cas, j'ai vraiment adoré le contraste que cela a pu apporter à l'histoire. Je trouve que ça rajoute vraiment de la vie, ça rajoute beaucoup de choses positives, drôles, c'est fun et c'est sans prise de tête. En tout cas, ce livre, je l'ai dévoré. Tellement la plume a été addictive. J'ai beaucoup ri en lisant et j'ai été émue et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un certain équilibre entre justement l'émotion, le drame, les moments mignons. Et c'est ça que j'aime dans les comédies romantiques, c'est quand on a de multiples émotions qui vous prennent et qui vous font passer un excellent moment. Nos personnages, toutefois, ils ont des bagages. Et même si je me doutais de ces bagages en termes d'originalité, bon bah on est dans de la romance, donc on voit un petit peu les choses arriver, mais il y a cette petite dose de suspense, cette petite dose de surprise, car même si je me doutais de certains trucs, il y a d'autres trucs qui m'ont laissé scotcher et qui m'ont vraiment surprise et j'ai trouvé ça très positif. Les personnages, je me suis attachée à eux. On a ce patron qui paraît un petit peu froid, on a cette jeune femme qui est simple dans la vie, puis on a son frère. Son frère, mais qu'est-ce qui m'a fait rire, le frère du boss? Mais je me suis payé des fous rires avec lui, tout simplement parce qu'il a ce petit côté humain, cette dose d'humour, ce petit truc qui est très rafraîchissant. Enfin bref, j'ai passé un très bon moment avec cette romance au trope de colocation. J'ai ensuite lu en lecture commune avec Aurélie et Mandy Desmois et moi la saga des 100 destins, donc un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen, qui est une romantaisie sous fond de mythologie nordique et je dois dire que j'ai passé un trop beau moment. J'ai vraiment adoré cette romantaisie que je trouve vraiment très fun, que je trouve très agréable, très fluide à la lecture. On y suit Freya. Freya, c'est une jeune femme qui est installée dans la vie maritale mais qui vit un enfer avec son mari actuel que sa famille lui a imposé. Et si elle est maltraitée, si elle est mal vue, elle va réussir à se débarrasser de lui. Mais elle ne va pas gagner au change parce qu'elle va devoir épouser le Jarl. Le Jarl, alors qu'elle tisse des liens très étroits avec le fils, et le Jarl veut l'épouser pour les capacités de la jeune femme. Donc elle se retrouve dans un mariage avec quelqu'un qui a déjà une femme, qui veut l'utiliser pour obtenir encore plus de pouvoir et unifier plusieurs terres vikings. Et il va mettre son fils en plus comme garde du corps de notre héroïne. Enfin bref, on est vraiment dans cette atmosphère-là, avec une bonne dose de mythologie viking, où les divinités vont avoir un grand rôle à jouer, où on a vraiment cette ambiance. Personnellement, j'ai adoré la série Viking, et j'ai eu l'impression en fait de retrouver certaines vibes, et ça m'a limite donné envie de re-regarder la série. J'ai trouvé que même si on est dans une romantaisie, donc tout le côté romance est quand même prédominant, on a un contexte politique, on a un contexte mythologique qui est là et qui n'est pas là pour juste être figuratif. Et ça, c'est plutôt plausible. La plume, elle est addictive, elle est immersive. On a vraiment de l'action tout au long du roman, on ne s'ennuie pas. On a des petites révélations à petite dose. On a de nombreuses questions qui sont là aussi pour nous titiller en termes de curiosité. Et je trouve que entre l'action, les révélations, l'humour, les dialogues un petit peu classiques, le petit côté mythologique, il y a un certain équilibre qui est formé et qui fait que en fait pour moi ce livre, j'ai rien à redire en fait. J'ai passé un très bon moment, il est très très proche du coup de cœur en tout cas. Et j'ai même réussi à être scotchée par certains éléments, j'en ai vu venir certains, mais il y en a d'autres qui m'ont laissé en mode... Je me doutais qu'il y avait un truc, mais pas à ce point et pas de cette façon-là, quoi. Et ça, c'était hyper agréable. Et les personnages, je me suis attachée à eux. Même si Freya, c'est l'héroïne qui vous fait un peu lever les yeux au ciel, puisqu'elle prend des décisions qui, des fois, sont un peu bêtes. On se dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu penses ça? Est-ce que tu penses sincèrement que ta décision est une bonne idée? Est-ce que tu penses sincèrement que ça va pas te mettre dans le caca? Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis on a Björn. Bref,
Bien, il est parfait. Vous l'aurez compris, j'ai passé un très bon moment. J'ai passé beaucoup de temps à baver sur mon nouveau book boyfriend, hein, que l'on soit clair. J'ai adoré l'ambiance mythologie nordique et franchement, j'ai vraiment très hâte de pouvoir découvrir la suite de cette saga. Ça faisait un très long moment que je voulais découvrir la plume de John Gwynne et je l'ai fait avec Malice, le premier tome. Alors je crois qu'il y a 3 tomes de sortie, mais il y a peut-être un 4e qui est prévu, je ne suis pas sûre. Au niveau de la saga, donc c'est le livre des terres bannies et je ne saurais pas vraiment comment vous le résumer tellement l'histoire est complexe. On est vraiment dans une fantasy adulte, dans de la ice fantasy avec des mythes, de la magie, des pouvoirs, de la guerre, de l'aventure. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que les humains ont conquis les terres bannies. Ces terres qui étaient peuplées auparavant de géants et qui ont fini par être détruites par les dieux qui se vouaient une guerre sans merci. Sauf qu'aujourd'hui, cette guerre, elle menace de reprendre. Et c'est là qu'on va suivre plusieurs personnages, dont le jeune Corban. Corban est un personnage vraiment clé de cette histoire. Corban qui rêve de devenir guerrier et qui va suivre un apprentissage pour être ce guerrier. Et au-delà de ça, on a une prophétie qui parle de 2 champions, le soleil noir et l'étoile vive, qui vont déterminer le destin de l'humanité. Sauf qu'aujourd'hui, les géants approchent, le chaos arrive, et le roi Achilles va devoir former une alliance pour pouvoir sauver ces humains. Mais il se peut que les divers alliés aient des visions différentes, que de nombreux conflits aient lieu. Et je ne peux pas vous en dire plus puisque l'histoire est bien plus complexe et on suit de nombreux personnages. L'univers est très riche et très difficile à cerner au premier abord. Toutefois, la plume est très immersive. La plume va être envoûtante et on a un décor qui prend le temps de se planter, de développer les personnages, de développer les différentes interactions entre eux. Et si au prime abord on ne sait pas qui est méchant, qui est gentil, qui va servir à quoi, on sent que nos personnages sont destinés à faire de grandes choses. Dans cette histoire, comme je vous ai dit, il est assez aisé de se perdre, de confondre qui est qui sert à quoi. Pourtant, les pages se tournent et vous allez être pris dans les complots, pris dans l'action, pris dans les révélations. Vous allez vraiment vous attacher à certains personnages qui sont trop mignons, d'autres un petit peu moins quand même. Le récit, il a vraiment la construction classique d'une fantaisie médiévale. Comme je vous ai dit, ce tome est introductif et de prime abord, je comprenais pas forcément là où voulait nous emmener John Gwynne. Mais pourtant, je pense, après avoir lu la fin, voir comment va se construire la suite du récit. Et je peux vous dire que, à mon avis, ça va donner. Ça va être hyper qualitatif, ça va être hyper haletant. Et j'ai très hâte de voir si mes différents pressentiments vont se réaliser. En termes de personnages, ils sont vraiment très nombreux. Il y en a 2 qui ont vraiment popé, donc le jeune Corban, parce que c'est un jeune garçon qu'on va voir évoluer pour le devoir devenir adulte. On va le voir s'entraîner, on va le voir tisser diverses amitiés, diverses dualités aussi avec d'autres personnages. On va le voir interagir avec sa famille, mais aussi d'autres personnages. Et cela, je trouve ça passionnant parce qu'on le voit grandir. On le voit évoluer, on le voit vraiment devenir un homme, Corban. Et vous avez un autre personnage qui m'a beaucoup intriguée, c'est Cassian. Ce personnage, je l'ai beaucoup apprécié. Je peux pas vous dire qui c'est exactement, comment ça va se mettre en place et tout ça, parce que je ne veux pas vous spoiler, mais en tout cas, premier tome très riche en intrigue, très dense, même si je trouve que la mise en page est quand même assez confortable. J'ai adoré. On suit à peu près 4-5 points de vue quand même. Faut le savoir. Donc faut vraiment aimer ça. Et on est dans une fantaisie où on voit que y a de l'amour, mais il n'y a pas de romance. Ou du moins, si plus tard il y en a une, ce sera vraiment pas du tout le centre de l'intrigue. Et je dois vous dire que ça fait du bien de lire des choses comme ça. Ça fait vraiment du bien. Adorant les parutions de chez Nisha, etc., je dois dire que j'avais vraiment beaucoup d'attentes concernant leur romantaisie, La sorcière et le protecteur. Et malheureusement, celle-ci ne m'a pas totalement convaincue. Je dois dire que j'attendais beaucoup plus. On va y suivre Yara, qui est une sorcière. Je crois qu'elle s'appelle Yara, je me souviens plus comment s'appelle le gars qui est le protecteur. Le gars, le protecteur, va la retrouver. Et il va trouver ça assez intelligent de l'amener chez lui, de l'aider à se réveiller et de la loger. Cette sorcière, elle est amnésique depuis qu'elle a été retrouvée. Elle ne se souvient plus de rien.
Mais des gens la poursuivent. Et ces mêmes gens qui la poursuivent, ce sont des gens que fuit notre protecteur de son passé. Donc en soi, voilà, au niveau de l'intrigue, ils vont devoir essayer de faire face à ces différentes personnes qui essaient de les quick, voilà, hein, soyons clairs. Mais on a vraiment cette romance dans un monde de fantasy qui a un petit aspect colocation. Et je dois dire que certes, on a une petite ambiance désertique, un petit côté mille et une nuits, mais en dehors de ça, c'est un petit peu pauvre, quoi, comme histoire. Donc l'histoire va vraiment tourner autour de leur cohabitation, de cette île désertique, de la quête d'identité de notre héroïne. Et malheureusement, j'ai pas réussi à cerner le contexte sociopolitique, à cerner pourquoi nos personnages fuyaient et tout ça. Et je pense que ce qui joue énormément, c'est que on a des personnages qui sont justement dans cette quête d'identité, qui ignorent eux-mêmes qui ils sont vraiment. Et de ce fait, je pense que j'ai eu du mal à m'attacher à eux. J'ai eu du mal à cerner un petit peu là où ils voulaient en venir. Et ça crée un manque de profondeur et de vulnérabilité qui, pour moi, fait que on s'attache un peu moins. Après, en termes de suspense, on se pose énormément de questions justement par rapport à l'amnésie de notre héroïne, par rapport à pourquoi notre protecteur a fui sa fonction de protecteur, pourquoi il est recherché. Voilà, on se pose énormément de questions, mais en fait, je m'ennuyais en lisant ce livre. Et même si la plume est assez belle et assez poétique, et j'ai pas réussi à rentrer dedans. Je vais pas m'attarder plus parce que franchement, je n'ai pas un avis positif à vous donner dessus et ça m'embête d'enfoncer, d'appuyer un petit peu sur le fait que j'ai pas accroché alors qu'en plus c'était un service de presse quoi. Et en ce moment j'ai l'impression que tous les services de presse que je lis, je les apprécie pas des masses. Par contre, il se peut que j'ai totalement succombé à une petite romance, donc Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble, où on va y suivre deux personnages. On a Nolia, une jeune femme qui est fleuriste, qui est maman célibataire, qui va, pour pouvoir avoir un petit peu l'esprit tranquille et se protéger, demander Camille en mariage. Camille cherche quelqu'un justement pour pouvoir se poser, redorer un petit peu l'image de son entreprise. Et on est vraiment dans un fake couple. J'ai adoré cette histoire, tout simplement parce qu'on a Camille. Camille qui est un personnage masculin qui est incroyable. Je l'ai trouvé très respectueux de la femme, je l'ai trouvé très bienveillant, je l'ai trouvé vraiment adorable. J'ai vraiment accroché avec ce personnage. Dolia, c'est une jeune femme qui a un vécu qui ne peut pas vous laisser insensible. Et sa fille, mais trop de mignonnerie. Je trouve que c'est une histoire qui, malgré le fait qu'elle met en avant la dureté de la vie, va amener beaucoup d'espoir, va amener beaucoup de bienveillance. C'est un récit en plus qui coche des tropes que j'aime beaucoup avec le fait couple et la colocation. Et deux personnages qui sont dans le respect de l'autre. Et je dois dire que ça fait du bien de lire des petites romances comme ça. L'histoire, je la trouve très douce, malgré des thématiques assez difficiles. Et la plume délicate de Morgane Moncomble amène une relation saine. Et en tant que lecteur, c'est vraiment plaisant de lire ça. Vraiment. À ceci, on peut rajouter de nombreux flashbacks qui montrent un petit peu le vécu des personnages auparavant. Et je trouve que ça amène encore plus d'émotion à cette histoire. En termes de suspense, d'originalité, on est dans une romance. Et je dois dire que je n'ai absolument pas été surprise par la tournure du récit, mais ce n'est absolument pas pour tout ce qui est suspense et originalité que je lis ce genre de choses. Mais c'est vraiment pour l'émotion, c'est vraiment pour les personnages, et les personnages ils sont extraordinaires. Camille, c'est vraiment le héros parfait. Vous devez lire ce livre juste pour lui. Ouais, vous devez lire ce livre juste pour Camille, qui est juste incroyable quoi. J'espère que vous avez compris. En tout cas, si j'ai pas encore lu le dernier tome de la saga des saisons, Un printemps pour te succomber est pour le moment mon préféré. Après avoir terminé Un printemps pour te succomber, j'avais besoin de lire quelque chose de bienveillant également, de rester un petit peu dans les mêmes vibes. C'est pour ça que j'ai opté pour l'audio sur Nextory de En équilibre. Je vous le montre en papier. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, vous avez mon lien Nextory en barre de description. Avec celui-ci, vous avez le droit à 45 jours d'essai gratuit, sans obligation de continuer après ces 45 jours gratuits pour tester justement cette application. Personnellement, je me sers principalement de cette application pour écouter des livres audio, et en dehors de ça, vous avez quand même tout ce qui est livres numériques, presse, bande dessinée et tout ça, donc n'hésitez pas. Alors, avec En équilibre de Morgane Moncomble, on est vraiment dans une romance qui est beaucoup plus young adulte, où on va suivre deux sœurs jumelles qui sont très différentes.
On a la sœur qui est un petit peu parfaite physiquement dans les critères de beauté et on a la sœur qui est un peu plus bien en chair. On a la sœur qui est très sociable et on a la sœur un petit peu discrète. Et bien entendu, on est avec deux jeunes filles. On en suit une principale. Mais dans ces deux jeunes filles, il y en a une qui vit mal les choses. Elle est amoureuse du cirque, mais elle est également en conflit avec ses parents qui sont séparés, qui ont fait chacun leur vie de leur côté et qui voient en elle une jeune femme qui doit faire de grandes études, qui voit un avenir tout tracé alors qu'elle, elle a qu'un désir, c'est faire du cirque de haut niveau. Donc ça va être très compliqué pour elle de subir un petit peu cette pression familiale en plus de la pression qu'elle reçoit sur son physique, étant donné qu'en plus elle a des formes et qu'elle fait une activité physique très intense où ça demande beaucoup de délicatesse, où on a l'habitude d'avoir des femmes justement qui sont très flex. Au niveau de l'acceptation de l'amour de soi, c'est d'autant plus difficile pour elle. Et j'ai trouvé cette romance young adulte vraiment très très touchante, même si au niveau des thématiques amoureuses des personnages, je ne me suis pas retrouvée, mais j'ai adoré l'esprit, la bienveillance qu'elle touche et également la diversité qu'il y a parce que ça va amener des sujets tels que l'orientation sexuelle, en plus de tout ce qui est surpoids, troubles alimentaires, bien-être de la santé mentale et tout ça. Il y a énormément de choses qui sont présentes. Et je me suis vraiment laissée prendre dans cette histoire. La seule chose que j'ai eu un petit peu de mal à visualiser, ce sont les figures de voltige liées au cirque, mais tout le reste, c'était immersif. J'ai souri comme une niaise, mais j'ai aussi eu la larme à l'œil. Et je pense que Morgane Moncomble, c'est une auteure de talent qui sait développer ça, qui sait mettre des belles choses en avant et qui sait amener des sujets forts avec énormément de délicatesse, de bienveillance. Et ça fait du bien. Ça fait clairement du bien. Surtout après beaucoup de déceptions en romantaisie. J'ai aimé le questionnement que j'ai pu avoir avec les différentes thématiques. Et j'ai aimé vraiment dans cette histoire la profondeur des personnages. Franchement, c'est du young adulte, mais vraiment de qualité. Alors, n'hésitez pas à lire En équilibre, qui est une véritable pépite. Et puis regardez-moi la couverture, qui je trouve reflète vraiment la beauté de cette histoire. Ça faisait un petit moment que j'avais ce livre dans ma pile à lire et que j'avais envie de le découvrir. Il s'agit de l'Ascension des Dragons de Marion Aubry, qui est vraiment une fantaisie qui m'a fait passer un très très bon moment. Il faut savoir que les dragons étaient une espèce autrefois vraiment vénérée et au moment où ils ont disparu, ils ont légué leur pouvoir aux hommes qu'ils estimaient sages et méritants. Ces hommes-là, on les appelle les héritiers et ils vivent dans des clans en marge de la société. Il faut savoir qu'on est dans un univers qui est très représentatif de notre monde et je dois dire que c'est quelque chose qui m'avait quand même assez surpris. Je m'attendais pas à ce qu'on soit autant dans notre monde. Je m'attendais vraiment à un univers de fantasy beaucoup plus arriéré en termes de technologie, alors que là, on va retrouver vraiment tous les éléments que l'on connaît. Dans cette histoire, on va y suivre Emma, qui n'est pas n'importe quelle héritière. C'est une héritière très particulière. Elle est ce qu'on appelle la reine des dragons et elle tient dans ses mains le destin du monde. Va-t-elle faire les bons choix? Ça, c'est autre chose. Je peux pas vous en dire plus concernant cette histoire au niveau du résumé, de peur de vous spoiler. Mais sachez que j'ai passé un très bon moment. Je ne savais absolument pas dans quoi je me lançais, si ce n'est qu'on était dans un one-shot de fantasy et que ça parlait de dragons. Et j'ai été vraiment, comme je vous l'ai dit précédemment, agréablement surprise parce que je ne m'attendais vraiment pas à plonger dans une histoire très proche de l'urban fantasy qui possède justement un équilibre vraiment très intéressant et que je qualifierais de parfait entre monde moderne et magie. J'ai trouvé que ça s'équilibrait vraiment à la perfection, que c'était très visuel en termes de différentes questions. Et si concernant l'univers, je me pose plein de questions en termes du fonctionnement sociopolitique, je me suis vraiment laissée porter et j'ai passé un excellent moment. Il y a quelque chose que j'ai énormément apprécié, c'est que Emma, on la suit à la fois dans le présent et dans le passé, ce qui permet vraiment de comprendre l'incidence qu'elle a dans le monde d'aujourd'hui, comment elle a vécu, pourquoi elle pense comme ça, pourquoi elle a telle ou telle crainte. De ce fait, on cerne vraiment les enjeux au niveau du world building et personnellement, je me suis ennuyée à aucun moment. J'ai trouvé ce récit très page turner.
Concernant l'histoire, j'ai été quand même assez surprise. Alors, il y a plusieurs éléments que j'avais vu venir, mais il y en a d'autres, j'étais en mode, mais what? Mais what? Ah non, je m'attendais pas à ça. Ah non, je m'attendais pas à ce que les relations évoluent de cette façon-là non plus. Du coup, je trouvais ça vraiment très chouette parce que je trouve ça vraiment sympa quand on arrive à se faire surprendre par une lecture, surtout que quand on lit beaucoup, il y a quand même certains schémas qui sont assez répétitifs. Et donc, de ce fait, on voit un petit peu l'histoire venir, on voit les différentes incidences. Et personnellement, j'ai en plus matché avec l'héroïne, donc que demander de mieux. L'ascension des dragons m'a fait passer un très très bon moment. Même si je pense qu'en termes de world building, en termes de personnages, on aurait pu avoir plus. Je trouve que pour le moment, ce livre se suffit à lui-même. Je vous en ai déjà parlé, mais je l'ai relu, donc je vais pouvoir vous en parler avec beaucoup plus de souvenirs en tête. Amour, flingue et macaroni de Anatrice, que j'ai eu la chance de recevoir en version poche de la part des éditions Hugo, même si ce livre, je l'avais déjà dans ses premières versions. Et je dois dire que j'ai passé un très 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 bon moment. En même temps, c'est du Anna, donc je ne vais pas pouvoir vous dire le contraire. Et je dois dire que dans la duologie du Prince Charmant existe, donc de Robin et Valentin, je préfère vraiment ce tome 2. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire un résumé de peur de vous spoiler le tome 1, mais sachez qu'on est ici sur quelque chose d'assez différent tout en gardant les mêmes vibes et je dois dire que j'ai adoré. On est ici vraiment dans une romance complètement déjantée, c'est une romance dans laquelle il va pas falloir chercher de cohérence avec le monde réel, il n'y en a pas, clairement. On est vraiment ancré dans un monde réel mais vraiment de manière déjantée, de manière lubrique, de manière totalement comique. Et je dois dire que c'est là le point fort qu'a réussi à mettre en place Anna, c'est qu'elle a réussi à faire quelque chose qui vous tient en haleine dans un monde qui le nôtre, mais avec ce petit grain de folie, ce petit grain qui vous fait voyager et qui vous fait oublier que vous êtes dans le monde réel, dans la vie de tous les jours. Vous avez de l'humour, vous avez de la maladresse, vous avez du spicy. Enfin voilà, vous avez tous les traits caractéristiques qu'on peut retrouver avec Anatrice. Si vous avez lu le premier opus de la duologie, vous n'allez pas être dépaysé. Croyez-moi, il y a moyen que vous kiffiez autant que moi, je l'espère du moins. Mais surtout dans cette histoire, vous allez y retrouver beaucoup d'action, beaucoup de péripéties. Et ça, je dois dire, c'est vraiment très fun. Les personnages, je les avais adorés dans la première duologie, mais je trouve que... Enfin, dans le premier tome de la duologie, mais je trouve que dans ce second tome, ils sont beaucoup plus développés, la psychologie de ce fait beaucoup plus prégnante et on s'attache encore d'autant plus à l'histoire et moi je veux bien un échelon 5 dans ma vie personnellement, je veux bien un petit échelon 5. Enfin bref, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois donc je pense que je vais pas m'attarder plus sur cette histoire. Et parce que je commence vraiment à manquer de salive et je crois que cette vidéo va être beaucoup trop longue, je vais essayer d'accélérer un petit peu le rythme et de vous donner vraiment l'essentiel de mes avis sans spoiler parce que des fois j'ai l'impression que je paraphrase un petit peu. Dites-moi si vous trouvez mes updates lecture un petit peu trop longs et barbants, n'hésitez pas en commentaire pour que je puisse les améliorer. Mais j'ai lu en lecture commune sur le Discord avec mes comparses de la lecture commune qui me font mourir de rire, le tome 4 du Porteur de mort de Angel Arkin et je dois dire que j'ai adoré. Ce tome 4 est assez transitoire au sein de l'univers mais je trouve que cette transition est essentielle pour vraiment comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. Et si ce livre vous retourne le cerveau, si vous ne savez pas quoi penser, si vous vous embrouillez dans des théories qui sont plus farfelues les unes que les autres et dès que vous pensez avoir vu un truc venir, il y a quelque chose qui arrive et qui vous dit bah non, ce truc que vous avez vu venir en fait bah c'est pas ça et du coup vous savez plus quoi penser, et ben ça reste une histoire vraiment extraordinaire, une histoire qui vous embrouille le cerveau mais une histoire qui reste extraordinaire. Je trouve que l'univers est très riche entre magie, psychologie des personnages, les différents royaumes, les différentes entités, les divinités, les vivants, les morts, les différentes créatures, les aspects qui touchent à tout ce qui est réincarnation, enfin bref, vous avez vraiment beaucoup d'éléments qui sont hyper intéressants dans cette saga, qui sont très nuancés, qui sont liés, qui vont vous retourner le cerveau, qui vont faire en sorte que vous ne compreniez plus rien tout en comprenant tout. Si je vous embrouille, c'est normal, je suis moi-même embrouillée. Enfin bref, cette saga c'est vraiment une pépite. La plume d'Angel Arkin, je la trouve exceptionnelle, équilibré en termes de dialogue, de description, ce qui fait que malgré qu'on est dans un univers riche, qu'on est dans de la fantaisie adulte, vous ne vous perdez pas, je trouve que c'est facile à lire.
même si vous avez le cerveau embrouillé. Et vous allez vivre des émotions avec beaucoup d'intensité, ça a été mon cas. Il y a notamment un truc qu'a fait un des personnages qui m'a énervée. Je me souviens, j'écoutais le livre audio, j'étais en vélo et j'avais qu'une envie, c'est de balancer le livre. Et là j'étais en mode, heureusement, tu écoutes l'audio. Tu ne peux pas balancer le livre. Le personnage m'a tellement énervée et en même temps, quand on avait la raison pour laquelle il a fait ces actions-là, on est en mode, je peux pas lui en vouloir, mais je lui en veux. Mais je peux pas lui en vouloir, mais je lui en veux. C'est un petit peu comme ça dans ma tête pour vous dire à quel point les émotions, elles peuvent être intenses, elles peuvent vous prendre de tripes. Le suspense, comment vous dire que je peux pas vous en parler parce qu'en fait, je ne comprends pas tout au niveau de ce qui va se passer et je pense qu'on aura vraiment beaucoup de réponses dans les tomes 5 et 6, je l'espère. Mais en tout cas, ce tome, il est vraiment transitoire, il est vraiment important et je trouve qu'il permet de tisser vraiment le relationnel entre certains personnages et nous donner des réponses, certes, mais en amenant encore plus des questions. Je trouve que le récit, il est hyper original en fait de cette lecture. Franchement, il a une originalité et j'ai pas encore lu de fantasy comme celle-ci et je trouve ça vraiment génial. Franchement, j'ai très hâte de vous parler de la suite. Actuellement, la lecture commune du tome 5 a commencé au jour où je vous tourne cette vidéo. Donc j'aurai matière à vous faire quelque chose d'autre pour vous expliquer la saga, mais c'est très compliqué de vous en parler sans spoil. Donc compatissez avec moi pour ce laborieux update. Si le tome 1 des Aventuriers de la Mer avait été une lecture assez moyenne, il faut savoir que ce tome 2 a relevé vraiment le niveau. Après, le découpage des Aventuriers de la Mer en français n'est pas du tout le même qu'en VO. Il faut savoir qu'en VO, le tome 1, 2, 3 forment qu'un seul tome. Donc de ce fait, c'était normal que j'étais frustrée avec le tome 1 parce que c'était vraiment l'introduction de ce tome. Ce tome 2 est le milieu du tome et je vais bientôt attaquer la lecture du tome 3 qui sera la fin du tome 1 en gros finalement. Et dans ce tome 2, je dois dire que j'ai beaucoup plus accroché avec les personnages, l'univers, les différentes relations. Je ne vais pas vous refaire l'affront de vous refaire un résumé concernant le tome 1 des Aventuriers de la Mer, si ce n'est qu'on est dans une famille de marchands avec des vibes de piraterie et tout ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'univers de Robin Hood, il est riche, il est passionnant. Et pour le moment, l'intrigue va vraiment se concentrer principalement sur les questions d'héritage, sur la famille et tout ce qui touche aux vives-nefs, donc ces bateaux qui ont une conscience et une âme en fait qui leur est propre. Mais franchement, j'ai passé un très bon moment. Le récit, il est hyper addictif, la plume elle est fluide, elle est visuelle, enfin bref. Vous retrouverez vraiment les caractéristiques de la plume qu'il y a dans l'Assassin Royal si vous avez lu cette saga et que vous l'avez aimée. Pour le moment, je peux pas dire qu'il y a énormément de suspense dans l'histoire parce qu'on est vraiment dans un tome qui vraiment va lancer les différentes intrigues. Toutefois, l'histoire est hyper originale par rapport à ces bateaux qui ont leur propre code. Et après, on a une histoire avec les codes classiques de la fantasy, mais qui me fait passer un très bon moment. Au niveau des personnages, personnellement, je les apprécie beaucoup. Alors, il y en a un qui a tendance à m'irriter, mais les autres, je les apprécie beaucoup. Et je trouve que il y a beaucoup d'émotions, de dualité, de dilemmes qui les opposent les personnages sur plusieurs aspects et c'est hyper intéressant. Donc j'ai hâte de voir comment ça va tourner dans le tome 3, de voir l'évolution de cette histoire et je reviendrai vous en parler avec beaucoup plus de détails. Et pour terminer, on va malheureusement terminer sur une déception. Il s'agit de Mary Jane de Océane Ganem que j'ai écouté en audio. Je crois que je l'ai écouté sur Bootbeat, mais je sais pas s'il est disponible ou pas sur Nextory, donc bon, à voir. Dans cette histoire, on va suivre une héroïne, Ola, qui est verte de rage parce qu'elle s'est fait larguer par son mec qui a mis enceinte sa sœur et qui est en couple avec sa sœur. Vous imaginez un petit peu la réaction de celle-ci. Toutefois, elle a un lien très fort avec le meilleur ami de son ex et elle a une liste qu'elle aimerait réaliser, notamment une liste qui va toucher un petit peu à ses désirs sexuels, son besoin de femme, parce que c'est une femme qui a été toujours trop sage, qui n'a jamais vraiment vécu sa vie de jeune, histoire de faire plaisir à sa famille et de se faire bien voir. Et donc cette liste, le meilleur ami de son ex va l'aider
aider à la réaliser. Et si je dois dire que au début j'étais un petit peu en mode je grince des dents, ça tourne tout autour du cul. L'histoire elle s'est un petit peu améliorée dans le sens où j'ai beaucoup aimé un petit peu l'évolution des personnages, mais toutefois j'ai été assez agacée. Déjà je trouve qu'au niveau de l'univers on est vraiment concentré à 100% sur la relation de Sent et de Ola, c'est-à-dire que tout le contexte autour de leur métier, leur relation et tout ça, amical, familial, c'est pas très développé et on vogue vraiment entre flashback et le présent qui touche aux deux personnages, et on a des personnages qui vont sans cesse souffler le chaud et le froid, ce qui fait que je trouve qu'à un moment la relation, ou plutôt la romance, elle est assez redondante. Même si le récit a un côté addictif au niveau de la plume et qu'on a envie de comprendre un peu mieux les personnages et qu'on a une alternance entre les deux points de vue, bah ce petit côté ouais bah je veux bien ça, ah finalement ça me saoule, ah bah finalement je veux une relation avec toi mais j'en veux pas, c'est lassant, ça m'a énervé. L'histoire en soi elle a rien d'original, c'est quelque chose qu'on a déjà vu en romance, mais ouais j'ai pas été convaincue, j'ai été assez agacée, je sais pas trop comment vous en parler, mais ouais non c'était pas une histoire, une romance assez fameuse, voilà, je peux pas vous en dire plus. En tout cas, bah moi j'espère que cette update lecture qui est bien trop longue vous aura plu. J'ai pris en tout cas toujours plaisir à vous le tourner. J'aime beaucoup vous parler de mes lectures, de mes ressentis. J'espère que c'est le cas pour vous. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!